Depuis notre collaboration avec des équipes d'investigation paranormale anglaises, j'ai découvert un monde caché de spiritualisme où j'ai pu interroger des pratiquants de magie plus ou moins douteuses. Les livres d'Harry Potter sont peut-être de la fiction, mais si vous plongez dans les bas-fonds de la Grande-Bretagne, vous découvrirez que les sorciers et les sorcières abondent dans toutes les grandes villes. Ils sont nombreux, variés et reflètent une culture multiethnique. Bienvenue sur la chaîne, nous sommes Malo et Kepa et nous vous racontons des histoires difficiles à croire ou à expliquer. Si vous êtes intéressé par la magie occulte ou sur des moyens de communiquer avec des démons, alors vous êtes au bon endroit. Tout de suite, passons à l'histoire de ce soir. Outre la magie et le paganisme britannique traditionnel, on trouve aussi le chamanisme africain, la magie rome et l'ésotérisme musulman. La fédération païenne affirme qu'il y a jusqu'à 200 000 pratiquants en Grande-Bretagne. Mais ce chiffre ne tient pas en compte des occultistes qui n'appartiennent pas à des groupes organisés, ni de l'afflux d'immigrants qui apportent sur les côtes des pratiques colorées et parfois controversées. Le nombre réel de personnes pratiquant la magie et la sorcellerie en Grande-Bretagne est donc probablement beaucoup plus élevé. Robert Moore, un graphiste de 43 ans, vivant dans la campagne de l'Oxfordshire, est un magicien contemporain. Le fait d'être éloigné d'environ 1 km de ses voisins les plus proches lui permet de réaliser ses expériences magiques sans être dérangé. Celles-ci tournent généralement autour de l'exploration d'autres réalités et dimensions, auxquelles Moore pense pouvoir accéder grâce à des techniques de rêve contrôlés. Au coucher du soleil, certains jours d'été, Moore dessine un grand symbole en forme d'étoile, ou glyphe, sur sa pelouse avec de la farine. Au cœur de l'étoile, il allume un feu de joie, puis s'allonge à proximité. Il se laisse glisser dans le sommeil, mais il s'est entraîné à rester partiellement conscient afin de pouvoir contrôler ce qu'il fait et où il va dans ses rêves. Moore explique qu'à travers ses rêves, il entre dans un royaume connu sous le nom de Zone des Oubliés, une terre à moitié formée, faite de désert et d'ombre. Une fois sur place, il rencontre une entité connue sous le nom d'Homme de Pierre. Selon ses dires, l'Homme de Pierre est terrifiant. Son seul but est de consommer la force vitale des humains. Mais il est possible de faire un marché avec lui et de fournir une petite quantité de votre force vitale en échange d'une vision spirituelle, qui est une sorte de perception améliorée. Une fois qu'il a terminé ce rite onirique et qu'il est revenu à la réalité quotidienne, Moore dit qu'il a l'impression de vivre dans une double réalité. Il peut marcher dans une rue animée ou sur un chemin de campagne tranquille et voir des milliers de fils d'énergie scintillants qui relient tout ce qui vit, des personnes aux animaux et même aux insectes. La transformation par le contact avec l'autre monde est un fil conducteur de la magie britannique contemporaine. Un groupe appelé le OTO, Ordo Templis Orientis, dirigé par l'auteur et mage vétéran Kenneth Grant, est centré sur la communication avec des entités non humaines. Pour ce faire, le groupe est divisé en 3 cellules, l'âme, Dreaming et Nightside. La cellule l'âme vise à communiquer avec une intelligence d'une autre dimension, contactée pour la première fois par le célèbre magicien Aleister Crowley, qui a vécu de 1875 à 1947. À la fin de sa vie, il a confié la direction de l'OTO à Kenneth Grant. Tout comme Robert Moore, la cellule Dreaming se concentre sur le rêve et la transe pour pénétrer dans d'autres domaines de la réalité. Et enfin, la cellule Nightside utilise l'art et l'écriture magique pour communier avec des forces d'un autre monde. Une telle approche de la magie n'est pas nécessairement une voie facile. L'initié poursuit des valeurs souvent diamétralement opposées aux valeurs et aux intérêts de l'organisation sociale. Ceci est dû au fait que son origine est l'expérience directe de la réalité plutôt que la poursuite d'une vie confortable. Austin Spare, mort en 1956, un obscur artiste britannique dont les capacités occultes auraient rivalisé avec celles d'Aleister Crowley, de Madame Blavatsky et de Dion Fortune, est l'une des principales influences de la magie moderne. Spare
dont la chevelure négligée et le regard intense lui permettaient de s'intégrer parfaitement aux cercles artistiques londoniens de l'époque. Il considérait le subconscient comme le plus grand des magiciens et utilisait les sigils comme un moyen direct de communiquer avec cet aspect bien plus puissant de nous-mêmes. Dans son livre du plaisir, publié en 1913, Spare écrit que tous les désirs, qu'il s'agisse de plaisir, de connaissance ou de pouvoir, qui ne trouvent pas d'expression naturelle, peuvent, grâce au sigil, trouver leur formule et leur accomplissement dans le subconscient. De la vie générale, les sigils de Spare étaient extraordinairement efficaces. Selon 2 témoins, il a un jour manifesté un esprit élémentaire, aux yeux ardents et entouré d'un brouillard vert, à l'aide de ses sigils. Alors qu'il n'avait que 17 ans, il aurait fait pleuvoir lors d'un séjour chez le révérend Robert Hugh Benson, auteur de romans occultes, une pluie qui ne s'arrêtait jamais. Il avait fait beau toute la journée et Benson demanda à Spare si ses sigils pouvaient provoquer une averse. Spare en dessina une au dos d'une enveloppe et en l'espace de 10 minutes, tous 2 étaient trempés jusqu'aux os. Jacob Hawkins, auteur d'une série de livres sur la magie et le paganisme, dont Understanding Chaos Magic, ainsi que du roman culte Dance of the Goblins, dont l'intrigue fait largement référence à de la magie occulte, est l'un des magiciens les plus influencés par Spare. Aujourd'hui âgé d'une 50aine d'années, Hawkins a commencé à pratiquer la sorcellerie à l'adolescence. Elle a installé son premier autel à l'âge de 13 ans. Elle a pris un morceau de papier sulfurisé, y a gravé des symboles astrologiques et en a fait une étoile à 12 branches. Elle a ensuite placé un brûleur d'encens au milieu avec diverses herbes autour de toutes les pointes et elle faisait ses rituels plus par instinct qu'autre chose. Mais cela fonctionnait-il ? Les résultats étaient toujours très flous. Avec le temps, elle a essayé d'atteindre des objectifs plus difficiles à expliquer par la logique. Elle avait également pris l'habitude, presque absurde, de retomber sur ses pieds dans n'importe quelle situation, employant ce que les magiciens modernes appelleront plus tard la magie des mains vides. Dans un monde devenu de plus en plus sceptique, les rituels étaient devenus presque inutiles. L'un des courants de l'occultisme qui existe depuis longtemps en Grande-Bretagne, mais qui est resté entouré de secrets, est la magie rom ou tzigane. Aujourd'hui, peu de gitans correspondent à l'idéal romantique du voyageur. Il est rare qu'ils vivent et voyagent dans des chariots colorés tirés par des chevaux, qu'ils cuisinent sur des feux de camp et qu'ils racontent des histoires de magie et de mystère jusqu'à l'heure de minuit. Au lieu de cela, beaucoup voyagent dans des camping-cars élégants et brillants équipés d'antennes paraboliques et de lecteurs DVD. C'est le cas d'Emily Webb, 39 ans, qui passe la majeure partie de l'année à bord d'un bateau étroit sur les canaux et les rivières des Midlands et de leurs environs. Pour elle, le bateau étroit est un substitut pratique et abordable à la caravane tzigane. Elle n'est que partiellement gitane par sa grand-mère maternelle, mais s'identifie beaucoup au mode de vie et à la spiritualité des Roms traditionnels. Sa grand-mère lui a appris à dire la bonne aventure et à utiliser les herbes et les plantes pour soigner. Pendant les mois d'été, elle dit la bonne aventure dans les centres de vacances pour aider à joindre les 2 bouts et à traverser les mois d'hiver durs. Elle pense vraiment que cela fait une différence si vous avez du sang tzigane qui coule dans vos veines. Les gitans ont toujours été d'excellents médiums et ses clients adorent l'idée qu'une authentique gitane leur dise la bonne aventure. Et en plus de cela, Emily pratique la magie tzigane, dont elle a appris les bases auprès de sa grand-mère. Lorsqu'elle décide de jeter un sort, elle va généralement dans les bois pour trouver un objet de pouvoir. Il s'agit de se concentrer sur l'intention du sort, qu'il s'agisse d'argent, d'amour ou autre, et si quelque chose d'autre attire son attention comme un caillou, une branche, une fleur, elle l'emporte chez elle pour en faire un talisman magique. Elle le garde avec elle jusqu'à ce que ce qu'elle a souhaité se réalise. Il est intéressant de noter que la communauté musulmane a également ses croyances et traditions magiques, bien qu'elles soient expressément interdites par le Coran, tout comme l'Église chrétienne a tendance à désapprouver l'occultisme. Ainsi, une étudiante de Leeds, Martha,
a récemment contacté un auteur britannique spécialisé dans l'occultisme pour lui demander de l'aide pour lever un sort qui, selon elle, avait été jeté sur son frère par sa belle-mère, qui aurait loué les services d'un praticien de jadou, un magicien noir pakistanais. Le but était apparemment de monter son frère contre Martha et le reste de sa famille. Si tel était le cas, cela avait fonctionné. Elle a déclaré que son frère les avait battus et les avait jetés hors de la maison. Cela ne lui ressemblait pas du tout, elle ne l'avait jamais vu être violent auparavant. En plus de vouloir se débarrasser de la malédiction, elle avait voulu se venger, ce qui était compréhensible, et avait demandé à l'auteur s'il pouvait lancer la malédiction et la faire rebondir sur la belle-mère de son frère. Les centres-villes britanniques accueillent également un nombre croissant de guérisseurs africains qui proposent des traitements pour toute une série de maladies. Ils prétendent parfois pouvoir faire des miracles, ce qui les place du mauvais côté de la loi, car cela va à l'encontre des normes en matière de publicité. Ils portent des robes et des coiffes et se font appeler Cheikh, terme qui désigne un chef ou un ancien. Le Cheikh Siduo était l'un de ces guérisseurs qui opérait à partir d'un appartement municipal à Glasgow, un logement social. Il proposait des remèdes pour toutes sortes de maladies et de problèmes de la vie, jusqu'à ce que la police l'arrête pour avoir prétendu qu'il pouvait guérir une maladie en phase terminale. Des enquêteurs sous couverture du Daily Records l'ont consulté pour un traitement contre le cancer et la stérilité. Siduo, qui s'était assis sur un trône tout au long de la consultation, avait créé une atmosphère mystique dans l'appartement en faisant brûler des encens aromatiques et des bougies colorées et parfumées. Il avait déclaré qu'il pouvait vous aider à vaincre le cancer et vous permettre de tomber enceinte, par exemple. Ajoutant qu'il pouvait également résoudre leurs problèmes d'endettement grâce à ses potions magiques et à ses mélanges d'herbes pour le bain. Siduo leur a ensuite facturé 40 livres sterling pour la consultation, 375 livres sterling pour le médicament contre le cancer et 380 livres sterling pour le traitement de la stérilité. Siduo s'est retrouvé dans l'impasse en raison de la loi sur le cancer de 1939 qui interdit de prétendre guérir le cancer. Accusé d'avoir agi illégalement et d'avoir profité de personnes désespérées et vulnérables, il a déclaré qu'il devait y avoir un malentendu, parce que son anglais n'était pas très bon. Si Siduo peut passer pour un vendeur d'huile de serpent, il est possible qu'il ait cru sincèrement qu'il pouvait tout guérir, du cancer à l'infertilité en passant par les problèmes d'argent. En Afrique, les guérisseurs traditionnels considèrent que le système corps-esprit ne fait qu'un. Par conséquent, les maladies physiques et les problèmes d'endettement ont tous deux une cause spirituelle. Et c'est sur celle-ci que les guérisseurs travaillent. Le fait que Siduo ait eu des problèmes est davantage dû à un choc des cultures qu'à une quelconque malhonnêteté. Même avant l'arrivée d'autres cultures, les occultistes et les magiciens britanniques avaient souvent été persécutés. En 1923, le Sunday Express avait vilipendé l'occultiste Aleister Crowley dont on avait parlé plus tôt, en le qualifiant d'homme le plus méchant du monde. Et aujourd'hui, le scientifique Richard Dawkins détourne son attention du christianisme vers les croyances occultes, les qualifiant de non-scientifiques et déclarant que les gens devraient toujours regarder les preuves. Certains pratiquants déclarent que la magie fonctionne et qu'ils l'ont vérifié eux-mêmes et qu'ils n'allaient pas s'arrêter juste parce que Richard Dawkins avait décidé que ce n'était pas scientifique. Et en plus, la magie est un art, pas une science. Et vous, qu'en pensez-vous ? Un autre sujet qui déchaîne les passions outre-Atlantique et qui nourrit un grand scepticisme est la recherche d'une vie extraterrestre, qu'elle soit proche de nous ou à des années-lumière. Si vous voyez des ovnis ou si vous rencontrez des extraterrestres, vous êtes manifestement fou allié. Pour beaucoup de gens, l'affaire s'arrête ici. Au mieux, ils pensent que ces histoires sont le résultat d'une perte temporaire de stabilité mentale, due par exemple à un excès d'alcool, ou au pire, qu'il faut appeler les hommes en blouse blanche. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de professionnels de la psyché humaine pour comprendre d'où viennent ces expériences extraterrestres, car dans le domaine du paranormal, il serait fort dommageable pour nos recherches de mettre de côté
un pan entier de l'imaginaire collectif qui est l'ufologie. Car à défaut de preuves, on ne peut aborder le sujet qu'avec scepticisme et empathie envers ses victimes. Folie, complexe, fantasme. Les ufologues et les témoins d'OVNI sont naturellement frustrés et en colère lorsque de telles explications sont avancées pour rejeter les preuves d'enlèvement par des extraterrestres. À la fin des années 1970, alors que les rapports d'enlèvement devenaient de plus en plus fréquents, les docteurs Alvin Lawson et William Wellcome ont avancé la théorie selon laquelle les enlèvements sont dus à des traumatismes de naissance. Pour le prouver, ils ont fait régresser par hypnose un groupe de personnes qui n'avaient aucune connaissance intime du sujet OVNI et ont constaté que leurs récits correspondaient à ceux de vraies personnes kidnappées. Pour expliquer ces similitudes, ils ont fait valoir que nous avons tous l'expérience commune de la naissance. En outre, ils ont constaté que les personnes ayant accouché normalement se souvenaient de rencontres avec des ovnis, impliquant des tubes et des tunnels, qui symbolisent ou rappellent le canal de naissance, tandis que les personnes nées par césarienne ne semblent pas faire état de rencontres avec ces éléments. Plus récemment, les enlèvements ont été considérés comme le produit de faux souvenirs. Une étude de l'Université de Washington a montré que nos souvenirs d'événements passés sont incroyablement malléables et très peu fiables. Lors d'une présentation des résultats à l'Université de Glasgow, il était noté que, dans un certain sens, la vie est une expérience d'altération continue de la mémoire, où les souvenirs sont continuellement façonnés par de nouvelles informations. Pour prouver cette hypothèse, Jackie Pickrell, candidate au doctorat en psychologie, et Elizabeth Loftus, chercheuse à l'Université de Glasgow, ont présenté à un groupe une publicité montrant Bugs Bunny, le lapin, serrant la main des visiteurs de Disney World. Elles ont ensuite constaté que 30% des membres du groupe se souvenaient d'avoir rencontré Bugs Bunny à Disney World lorsqu'ils étaient enfants. Or, Bugs Bunny est un personnage de Warner Bros. Et n'est donc jamais apparu dans un parc à thème de Disney. Pickrell a conclu, il est vraiment possible d'implanter un souvenir pour un événement qui n'a jamais eu lieu. Ce travail montre que les gens peuvent être convaincus, certains diraient trompés, de croire qu'ils ont vécu dans leur enfance ou dans le passé quelque chose qui ne s'est pas réellement produit. En termes d'ufologie, les implications de ce travail sont profondes. Dans la littérature, on trouve des centaines de récits de personnes qui se souviennent d'observations d'OVNI et de rencontres avec des extraterrestres dans leur enfance ou il y a de nombreuses années, mais qui n'ont jamais fait état de ces expériences à l'époque. Cependant, plutôt que d'être le produit de faux souvenirs, le docteur Susan Blackmore a lancé l'idée que la paralysie du sommeil est la principale explication des enlèvements par des extraterrestres. Elle décrit la paralysie du sommeil typique comme le fait de se réveiller sans pouvoir bouger, d'entendre des bourdonnements étranges, de voir des lumières bizarres et d'être terrifié par une présence indéfinie. Une entité peut apparaître, parfois invisible, et s'asseoir sur votre poitrine ou vous étrangler. C'est d'autant plus effrayant qu'il est très difficile de lutter contre la paralysie et que les expériences peuvent sembler très réelles. Si la personne n'est pas consciente de vivre une expérience de paralysie du sommeil, les perceptions de lumière, de bourdonnement et l'apparition d'une entité peuvent être interprétées comme une rencontre d'enlèvement par des extraterrestres. Dans cet état, la connaissance des extraterrestres à travers la télévision, les films et d'autres médias peut contribuer à façonner le souvenir de l'expérience. Lorsque la personne est hypnotisée, il est plus probable que son expérience corresponde au scénario d'enlèvement attendu. Ces expériences ont été interprétées différemment au cours de l'histoire et dans des contextes culturels différents. La perception de démons, d'incubes et de succubes ayant des rapports sexuels avec leurs victimes est considérée comme un exemple classique de paralysie du sommeil. L'argument contre cette expérience et d'autres expériences psychologiques similaires est que la paralysie du sommeil n'est pas une fatalité. Une des explications est que les enlèvements ne se produisent pas seulement dans les maisons, mais aussi lorsque les gens sont éveillés, conduisent sur les autoroutes ou participent à d'autres activités en plein air. La paralysie du sommeil ne présente pas la séquence d'événements rapportés par les personnes enlevées, ni même le réalisme ou la charge émotionnelle, car la personne
est inconsciente. L'étude de Spanos, qui a révélé que la majorité des expériences d'enlèvement se produisaient la nuit et que 60% d'entre elles étaient liées au sommeil, vient étayer cet argument. Près d'un quart d'entre elles pouvaient être considérées comme symptomatiques de la paralysie du sommeil. Dans un groupe de 6 personnes enlevées, le professeur a constaté qu'elles souffraient davantage de paralysie du sommeil que les groupes de contrôle. Ces études ne portaient que sur quelques sujets, mais il est clair que la plupart des expériences d'enlèvement qui se produisèrent dans les chambres ou les maisons des personnes enlevées étaient déclenchées par une paralysie du sommeil. Les travaux du docteur George Conesa confirment que la paralysie du sommeil peut impliquer des sensations de flottement, la traversée de tunnels, la vision de lumière et l'audition de bruit. En outre, ces types d'expériences peuvent être déclenchés par l'anxiété, la fatigue et le manque de sommeil, ce qui les rend fréquents chez les travailleurs statiques qui ne peuvent pas beaucoup bouger, comme les chauffeurs routiers, le personnel hospitalier et d'autres personnes qui travaillent pendant des heures longues et irrégulières. Conesa suggère également que l'activité géomagnétique pourrait déclencher des expériences de paralysie du sommeil et que les traumatismes de la naissance peuvent façonner l'imagerie de ceux qui interprètent leur expérience en termes d'enlèvement par des extraterrestres. Il indique également que ces expériences se transmettent dans les familles et que les gens peuvent apprendre à utiliser la paralysie du sommeil pour vivre des expériences extracorporelles, des rêves lucides et des voyages chamaniques. Le principal problème que posent les explications psychologiques et sociologiques des enlèvements par des extraterrestres est que nous devons tenir compte d'une interaction complexe entre notre processus mentaux qui sont sujets à la maladie, à la perception erronée, à la prédisposition génétique, à l'intoxication et au traumatisme, et même notre culture, notre société, nos mythes, nos croyances, la pression de nos pères et nos idées préconçues. Même les méthodes par lesquelles nous utilisons la psychologie pour examiner ces processus dans le cadre d'une enquête sur les enlèvements par des extraterrestres peuvent être conditionnées par notre culture. Aux États-Unis, par exemple, on a eu beaucoup plus souvent recours aux tests polygraphiques et à la régression hypnotique et aux conseils psychiatriques, alors qu'en Grande-Bretagne, ces méthodes sont peu utilisées, peut-être parce que les gens n'ont pas l'habitude de consulter un psychologue, sauf en cas de crise très grave. Lorsque des problèmes émotionnels ou psychologiques sont évidents, les chercheurs sur les enlèvements ont tendance à considérer qu'il s'agit d'une erreur de diagnostic ou du résultat, et non de la cause des enlèvements. Ces enlèvements étrangers ne se conforment pas aux règles de la réalité consensuelle, et en tant que tels, ils ne peuvent pas et ne doivent pas être enfermés dans des cadres explicatifs dogmatiques. Il estime au contraire que nous devons accepter les changements évolutifs et spirituels dont les personnes enlevées nous font part. Qu'ils soient ou non accessibles à l'analyse scientifique ou non, les psychologues ont de plus en plus relevé le défi d'examiner les enlèvements par des extraterrestres. À l'Université de Londres, 2 professeurs se sont penchés sur ce sujet, bien qu'ils considèrent les enlèvements extraterrestres comme presque certainement faux. À la fin de leur article intitulé « Alien Abduction Experiences », ils concèdent que, même en excluant la minorité de cas basés sur une psychopathologie sérieuse ou de canulars délibérés, il y a encore de nombreux cas sur lesquels les neurosciences ne peuvent actuellement apporter que peu d'éclairage. Pour ne citer qu'un exemple, de nombreux enlèvements présumés se produisent lorsque le patient conduit sa voiture. Il existe de nombreux récits anecdotiques de ce que l'on appelle l'hypnose de la route, dans laquelle, en particulier pendant les longs trajets monotones, les individus peuvent entrer dans un état dissocié. Dans les formes légères, cela peut simplement produire l'expérience de la perte de temps que connaissent la plupart des conducteurs expérimentés. Dans certains cas, cependant, il semble qu'ils soient à l'origine d'expériences complètes d'enlèvement. Il s'agit manifestement d'un domaine qui mérite d'être étudié de plus près par les neuroscientifiques. Nous allons partager maintenant un témoignage d'une femme ayant vécu une rencontre terrifiante avec une entité inconnue de notre monde en étant dans sa voiture. Je viens de quitter le boulot et ma voiture avale les kilomètres au rythme de la musique métal que j'ai mis à fond dans l'autoradio. Je ne connais pas les paroles parfaitement, mais faire du yaourt en chantant, ça me connaît. C'est enfin le week-end et je veux rentrer au plus vite pour rejoindre mon mari. En parlant de lui, le voilà qui m'appelle.
J'ai du mal à t'entendre, mais j'imagine que tu as mis la musique à fond. Attends, laisse-moi deviner. C'est le groupe que tu m'as fait découvrir hier? Exact, je ne peux rien te cacher quand on parle de métal. Tu en as encore pour longtemps? Ne roule pas trop vite, hein. Là-dessus aussi, je te connais. Peut-être, mais je suis pressée de te voir. Une ombre dans le rétro intérieur attire mon regard. Je vérifie que je suis bien seule sur la route. Ce serait dommage de récolter une amende pour débuter le week-end. Je te préfère vivante et en retard plutôt que dans un platane. Ça marche, chérie, je lève le pied et on écoute cet album dès que je rentre. Je coupe la communication et chante les paroles avec encore plus d'entrain. Les ombres des arbres luttent contre les lumières de mes phares, tandis que la chanson entame le refrain rythmé par les basses et un gong particulier. Je ne m'y connais pas en musique, mais ce n'est pas une percussion qu'on retrouve dans un set de batterie. À l'approche d'un virage, je ralentis l'allure tout en m'égosillant sur les syllabes hachées des paroles. Le sens de la chanson m'échappe, mais la mélodie me plaît. Elle me prend aux tripes et me donne envie de me jeter dans la fosse, de jouer des coudes et de laisser l'énergie du groupe m'envahir. Mon pied insiste sur la pédale de frein alors que je sais que je vais trop vite dans le tournant. Je râle contre moi d'user les pneus pour rien, mais la frénésie des percussions m'emporte déjà sur la prochaine ligne droite. Je passe une vitesse et à nouveau, un mouvement attire mon attention dans le rétro. Je le savais. Les flics ne m'ont pas loupé. Ils sont juste derrière et accélèrent. Je reconnais la ligne bleue de l'autocollant sur le côté de la carrosserie. Ils viennent de terminer le virage et je suis sûre qu'ils viennent pour moi. Mais bizarrement, alors qu'ils se rapprochent, leur gyrophare ne s'est toujours pas allumé. Il n'y a même aucun phare d'allumé. Je commence à lâcher la pédale accélérateur et je cherche à m'arrêter sur le bas-côté. Je repère un espace dégagé au bord de la route, juste après un petit pont. Dans le doute, je stoppe la voiture et observe la police qui est à 100 mètres derrière moi. Elle a ralenti l'allure. Je la quitte des yeux un instant alors que je n'arrive pas à baisser le son de la musique. La puissance du gong m'arrache un rictus et il ne semble plus vouloir s'arrêter. Pas moyen de l'éteindre non plus. J'essaye de tourner ma clé pour remettre le contact, mais rien ne se passe. Elle tourne dans le vide. Tout en m'acharnant contre le moteur, je tourne la tête et vois la voiture passer à ma hauteur. Elle va très lentement. Et personne n'est au poste de conduite. Je lâche la clé et laisse échapper un « C'est quoi ce bordel ?» La voiture continue sa route encore une centaine de mètres, puis s'arrête net. Je n'ose pas la quitter des yeux alors que mes mains cherchent vainement les clés. J'insulte ma voiture mais le brouhaha de la musique m'empêche d'apprécier l'injure. Est-ce que je dois sortir du véhicule pour me signaler ? Ou rester là où je suis ? En tout cas, quoi qu'il y ait dans cette voiture, il m'a repéré et maintenant il attend quelque chose. La chance semble revenir quand la chanson se termine et que le silence remplace les échos assourdissants. Merci. Je suis sûre que mes oreilles allaient se mettre à saigner. C'est alors que le véhicule de police entame un demi-tour à plein régime. Le moteur rugissant me surprend et je me retrouve éblouie par les pleins phares. « Punaise, fait chier avec ses phares, lui !» dis-je en essayant de me protéger les yeux. Alors que je me bouge de façon à mieux voir sur mon siège, le moteur de la voiture du flic rugit à nouveau et m'intimide en jouant avec l'accélérateur. Ça commence à bien faire. Je sors de mon véhicule en me débattant avec la ceinture et marche jusqu'au milieu de la route, les pieds bien ancrés au bitume. « Bonsoir. Ma voiture vient de me lâcher et je n'arrive pas à démarrer. Vous pouvez peut-être m'aider ?» Seul le grondement du pot d'échappement me répond. « Monsieur l'agent, s'il y a un problème, j'aimerais bien le savoir. Parce que là, vous devenez agressif et je n'aime pas ça. » Je ne suis même pas sûre qu'il m'ait entendu. En fait, je ne suis même pas sûre qu'il y ait vraiment quelqu'un dans cette voiture. Lentement, je comprends que je suis peut-être en danger. À pas feutrer, je me dirige vers la porte côté conducteur et tire dessus. Rien. Je réessaye et toujours rien. La porte est bloquée. Je jure et m'acharne sur les autres portes. Je sursaute quand j'entends le crissement de pneus sur la route. En un éclair, la voiture de police vient de démarrer et me fonce droit dessus. Ok, si c'était une blague, c'en est plus une maintenant. Rapidement, je me rappelle du pont que j'ai traversé il y a quelques minutes et contracte tous les muscles possibles pour essayer de l'atteindre. J'atteins une vitesse de pointe bien au-dessus de mes capacités physiques, alors que je sens le pare-choc avant se rapprocher dangereusement de moi. Plus que quelques mètres et une seule option s'offre à moi. Le pont étant trop étroit, je vais devoir sauter en contrebas. Le grondement du moteur fait vibrer tout mon corps alors que je saute par-dessus la rambarde. Mes cheveux sont ébouriffés par le passage de la voiture, puis de ma chute de quelques mètres dans le noir. Un grand froid me coupe la respiration quand mon corps s'immerge dans la rivière. La berge est à quelques brasses et j'arrive à me tracter grâce à mon shot d'adrénaline. Un coup d'œil en hauteur m'indique que la voiture de police s'est arrêtée,
Toujours pas de lumière, et je vois la porte avant s'ouvrir, des bruits de pas. Aucun mouvement ne trahit une présence humaine. Puis la porte se referme. La voiture disparaît enfin, et le silence m'entoure à nouveau. Je suis transite de froid, mais cela n'a rien à voir avec le fait d'être trempée. Quand la porte s'est ouverte, je suis sûre de l'avoir entendue. C'était la même musique métal que j'écoutais dans ma voiture, rythmée par le gong.